Depuis cet été, j'ai une comparaison en tête bien précise, et plus j'y pense, plus je trouve qu'elle mérite qu'on prenne vraiment le temps d'en parler. Je sais que la dernière saison de The Witcher est sortie depuis un moment, la saison 4. La presse l'a déjà beaucoup critiquée, les fans en ont débattu dans tous les sens sur Reddit et Internet, et c'est vrai que depuis, tout le monde est passé à autre chose. Mais sur cette chaîne, vous le savez, je préfère parler d'un sujet lorsque j'ai réellement quelque chose à en dire, pas simplement parce qu'il fait du bruit. J'avais besoin de laisser retomber les réactions à chaud et de comprendre pourquoi cette saison m'avait autant déçu, la dernière, et pourquoi la saison 5 allait encore plus me décevoir. D'autant plus qu'en juillet 2026, Netflix a sorti assez discrètement, je pense, un drama coréen qui m'a fait l'effet inverse, Le Palais de l'Est. Et c'est là que la comparaison devient vraiment intéressante. Comment une série coréenne d'une seule saison, probablement produite avec quand même beaucoup moins de moyens, réussit-elle à proposer une traque fantastique bien plus prenante que la série The Witcher, qui compte déjà 4 saisons et dont la cinquième est prévue pour la fin de l'année 2026. L'objectif n'est pas de s'acharner gratuitement sur The Witcher. J'adore The Witcher, j'adore les livres et j'adore le jeu surtout. On connaît déjà les difficultés rencontrées par la série. Le départ d'acteurs importants, une adaptation qui s'éloigne progressivement des romans, et une partie du public qui ne se reconnaît plus vraiment dans les choix effectués. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre ce qui se passe dans l'écriture. D'un côté, on a un sorceleur censé représenter l'un des plus grands chasseurs de monstres de la pop culture, pourtant, il passe désormais une grande partie de son temps au milieu de réunions, d'alliances et de complots politiques qui finissent souvent par prendre toute la place. De l'autre, le palais de l'Est. Il enferme une histoire entre les murs d'un palais royal sous la dynastie Joseon, avec un cadre beaucoup plus resserré et des moyens probablement plus modestes. La série retrouve pourtant tout ce que The Witcher semble avoir perdu. La peur de l'inconnu, l'importance de l'enquête, le temps consacré à la préparation et l'idée que chaque créature possède sa propre histoire et ses propres règles. Alors comment le Palais de l'Est parvient-il à réussir tout cela où The Witcher s'est progressivement égaré? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Bienvenue sur Multivers Talk. Pour bien saisir ce qui s'est cassé dans The Witcher, il faut revenir un petit peu aux fondamentaux. Quand tu lis les nouvelles de Sapkowski, ou que tu te perds pendant 100 heures dans The Witcher 3, de CD Projekt, c'est quoi la vraie définition d'un sorceleur? Géralt de Rive, c'est pas un super-héros en cape. C'est pas un sauveur du monde qui s'inquiète des traités de paix entre la Redanie et Nilfgaard. Géralt, c'est un mutant marginalisé. Un type qui a survécu à l'épreuve des herbes, cette torture alchimique qui lui a arraché ses émotions de surface pour transformer ses réflexes, ses yeux et son sang. Il est rejeté par les villageois qu'il protège, traité de mutant ou de boucher, et il gagne sa vie comme un artisan de la mort. Et cet artisanat répond à une méthode d'une rigueur absolue. Prenez un contrat typique. Quand un vrai sorceleur arrive dans un village hanté par un spectre, il fonce pas au milieu de la nuit en braillant avec son épée. D'abord, il enquête. Et ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Il va s'asseoir à la taverne du coin, il écoute les paysans raconter leurs histoires de fantômes, Story, 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 story. et il sépare le vrai du faux. Ensuite, il autopsie. Il examine les cadavres, il regarde l'état des chairs, la rigidité cadavérique, les traces d'impact ou de brûlure pour comprendre à quoi il a affaire. Et ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Puis, il consulte son bestiaire. Est-ce une dame de midi née d'un mariage brisé avant le coucher du soleil? Un spectre de minuit? Un blême alimenté par la culpabilité d'un meurtrier? Enfin, il prépare son terrain. Et c'est là toute la beauté du personnage. On le voit appliquer ses huiles à la main sur sa lame d'argent, distiller ses potions toxiques pour booster ses réflexes au risque de s'empoisonner, et poser des signes magiques comme Erden au sol pour forcer l'esprit à s'incarner. Le combat, c'est juste les 10% finaux d'un long travail de préparation. La tension vient de l'attente, du doute, du savoir-faire. Et c'est là le drame de la série Netflix. Les scénaristes ont eu honte de cette identité d'artisan. Ils ont voulu faire leur propre Game of Thrones.
Ils se sont dit que la chasse aux monstres, c'était trop procédural, et ils sont partis dans de longs bavardages sur le conseil de mages de Thaden et les guerres de succession. Résultat, les monstres sont devenus des intermèdes en images de synthèse de 2 minutes, une créature en CGI sort d'un mur, Gérald fait 2 pirouettes acrobatiques avec son glaive, le monstre meurt sans qu'on ait compris ce qu'il était, et on repasse immédiatement à 20 minutes de conspiration politique ennuyeuse. On ressent plus jamais la menace. La créature n'a plus d'histoire. Le titre de chasseur de monstres est devenu une simple étiquette marketing. Counting, marketing, boring. Et c'est exactement là où je voulais en venir. Car Le Palais de l'Est débarque sur Netflix et remet les pendules à l'heure avec une simplicité déconcertante. Attention, on peut aimer ou ne pas aimer. Moi en tout cas j'ai aimé. Le pitch a l'air classique sur le papier. L'histoire se déroule dans l'enceinte d'un palais royal sous la dynastie Joseon. Progressivement, gangréné par des manifestations paranormales et des spectres de plus en plus agressifs. Mais la façon dont la série traite la traque change absolument tout. Dans le Palais de l'Est, personne n'a d'épée magique, cheatée ou de super pouvoir pour découper le fantôme en 2 secondes. Si tu essaies de frapper un esprit avec une lame classique, elle passe à travers ou se brise. Chaque confrontation exige une méthodologie presque rituelle. La série remet au centre de son récit la notion fondamentale du Han dans la culture coréenne. Le Han, pour faire simple, c'est cette souffrance accumulée, cette rancœur profonde, cette injustice terrible subie par une personne avant sa mort et qui l'empêche de quitter le monde des vivants. Un esprit ne hante pas un lieu parce qu'il est juste méchant, il hante un lieu parce qu'on lui a fait subir une horreur qu'on a essayé de cacher. Du coup, la chasse devient une véritable enquête policière et historique. Avant de faire le moindre geste, les traqueurs doivent comprendre qui était la personne de son vivant. On les voit ramper sous les planchers des pavillons royaux pour déterrer des talismans cachés ou des reliques enfouies. On les voit composer des barrières magiques avec du sang de coq, du sel purifié, du papier de mûrier écrit à l'encre de cinabre. Et surtout, la série accepte de ralentir. Elle peut rester plusieurs secondes sur un bâton d'encens qui se consume, une porte qui bouge légèrement ou un courant d'air traversant les couloirs du palais. On attend, on observe. On sait que quelque chose est là, sans savoir quand cela va se manifester. La peur ne vient donc pas d'une créature jetée brutalement face à la caméra. Elle vient de la possibilité qu'un symbole soit mal tracé, un talisman se déchire ou que l'enquête repose sur une mauvaise interprétation. À cela s'ajoute la douleur de l'histoire découverte. Derrière chaque apparition se cache une personne trahie, sacrifiée ou effacée. Le spectre fait peur, mais il provoque aussi une forme de tristesse, et c'est ce mélange qui lui donne une véritable présence. La différence entre les 2 séries ne tient pas seulement à la façon de combattre les monstres. Elle concerne aussi leur place dans l'histoire. Dans The Witcher, la politique et le fantastique donnent souvent l'impression d'appartenir à 2 récits différents. D'un côté, on a les souverains, les mages et les complots. De l'autre, une créature qui apparaît ponctuellement pour apporter un peu d'action. Le monstre n'est pas toujours lié à ce qui se joue entre les personnages. Il ressemble parfois à un obstacle placé sur la route de Gérald, parce qu'il fallait rappeler au public qu'il était encore censé exercer son métier. Dans le Palais de l'Est, le surnaturel naît directement de la violence du pouvoir. Les esprits qui hantent le palais ne sont pas arrivés par hasard. Ce sont les traces laissées par des servantes sacrifiées, des concubines empoisonnées ou des artisans éliminés après avoir découvert un secret royal. Plus les dirigeants mentent et tentent de dissimuler leurs crimes, plus la présence des spectres devient incontrôlable. Quand le protagoniste enquête sur un pavillon maudit, il ne quitte donc jamais l'intrigue principale. En cherchant l'origine de la hantise, il révèle aussi ce que le palais cherche à cacher. Résoudre le phénomène paranormal oblige à identifier le responsable du crime. Il faut comprendre qui a profité de la mort, qui a gardé le silence et pourquoi la vérité a été enterrée. La chasse aux fantômes devient ainsi une enquête sur le pouvoir lui-même. C'est ce qui permet à la série de rester prenante sans multiplier les décors ou les effets spectaculaires, même si elle en a beaucoup. Le monstre, le mystère et la politique avancent ensemble. Aucun de ces éléments
ne donne l'impression d'avoir été rajouté pour remplir quelques minutes. C'est d'ailleurs, si on fait encore le parallèle avec la série The Witcher, qu'il y avait un quiproquo sur, je pense, la saison 1 de The Witcher, quand les spectateurs ne comprenaient pas un petit peu l'histoire, car les scénaristes avaient avancé sur plusieurs temporalités différentes, d'où le quiproquo au tout début de la saison. En mettant les deux séries face à face, on comprend mieux ce qui rend une histoire de monstre réellement captivante. Ce ne sont pas forcément les effets visuels, les combats les plus longs ou les créatures les plus impressionnantes. 3 éléments comptent beaucoup plus. Le premier, c'est la méthode. On veut voir les personnages chercher, réfléchir et préparer leurs outils. On veut aussi les voir se tromper. Une victoire devient satisfaisante lorsqu'on comprend ce qu'elle a coûté et comment elle a été obtenue. Si le héros règle tout en quelques secondes, le danger finit par sembler artificiel. Le deuxième, c'est l'histoire portée par la créature. Un bon monstre ne se limite pas à une apparence effrayante. Il doit venir de quelque part. Dans le folklore slave, comme dans la culture coréenne, les esprits et les créatures sont souvent liés à une faute, une peur ou une injustice. C'est cette origine qui leur donne du poids. Le troisième, c'est leur lien avec le monde qui les entoure. Le fantastique ne devrait pas fonctionner comme une décoration posée sur une intrigue politique. Le monstre peut incarner les violences, les mensonges et les contradictions de cette société. Il devient alors une partie du récit, et non une simple interruption spectaculaire. C'est exactement ce que le Palais de l'Est réussit à faire à mon sens. La série n'a pas besoin d'en mettre plein les yeux à chaque scène. Elle préfère installer une ambiance, laisser respirer son mystère et donner une histoire à ses fantômes. Et parfois, cela suffit largement à rendre une menace beaucoup plus marquante. En tout cas, beaucoup plus marquante qu'une créature numérique apparue pendant au moins 2 minutes. Et voilà pourquoi j'avais envie de rapprocher ces deux séries. D'un côté, nous avons The Witcher qui possède un univers immense, un personnage culte et tout le matériel nécessaire pour raconter de grandes histoires de monstres. Mais la série semble parfois oublier ce qui rendait ce métier si captivant. De l'autre, le Palais de l'Est utilise un cadre plus resserré et des effets beaucoup plus discrets, mais prend réellement le temps de construire ses enquêtes, ses rituels et ses fantômes. Maintenant, j'ai envie de connaître votre avis. Est-ce que vous aussi, vous auriez voulu que Geralt agisse un peu plus comme un vrai chasseur de monstres, un petit peu comme dans les jeux vidéo, ou peut-être un peu plus comme dans les livres? Ou est-ce que le fait qu'il soit dans les intrigues politiques vous a plu et vous a satisfait? Et si vous avez regardé le Palais de l'Est, dites-moi également ce que vous avez pensé de sa manière de traiter les esprits et les malédictions. Allez, on se retrouve très vite dans un nouveau numéro de Multivers Talk. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt, à plus!